L'avantage concurrentiel ici de MSCI est large et en expansion. Il dépend ici de deux éléments principalement, donc le coût de changement et l'effet de réseau. Je sais, vous avez regardé les résultats financiers de MSCI, elle a fait moins de 10%, je ne sais pas combien elle est en train de faire présentement, et vous êtes en train de vous inquiéter, oui, est-ce que c'est le meilleur moment de rentrer, machin, qu'est-ce qui se passe? En fait, il n'y a rien d'alarmant dans ces résultats-là. Point à la ligne, on va peut-être en parler un autre jour ici. Moi, je vais juste parler des éléments les plus importants, à savoir, est-ce que l'entreprise a un avantage concurrentiel? Si oui, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il est en expansion? Est-ce qu'il est en déclin? Bref, je pose la question ici à un prompt de base qui fait partie ici de la bibliothèque. Toutes les informations sont en description de la vidéo, ainsi que des précédentes également. Donc, on va rapidement ici, MSCI en résumé. Enfin, n'allons même pas au résumé parce que le résumé va avoir tendance à peu près, comme son nom l'indique, va avoir tendance à faire à peu près une synthèse de tout ce qu'on va voir plus bas. On a dit coût de changement et effet de réseau. Pourquoi coût de changement? Et vous savez déjà que le coût de changement, quand je vois ça, moi, ça commence à m'intéresser énormément parce que c'est l'un des modes les plus solides ou bien les modes les plus difficiles à disrupter. Donc, c'est le pilier le plus solide de MSCI. Et il n'est pas seulement affirmé, il se voit directement dans la façon dont l'entreprise se pilote elle-même. Les indices MSCI servent de référence officielle à de nombreux fonds et ETF partout dans le monde. À savoir, changer d'indice de référence signifie devoir réécrire les documents légaux des fonds, réexpliquer aux épargnants pourquoi la performance affichée change, refaire tous les historiques de comparaison et dans beaucoup de cas, déclencher un processus formel de sélection d'un nouveau fournisseur au niveau de l'investisseur institutionnel. Rien de tout cela ne se décide à la légère. Le fait que MSCI publie elle-même chaque trimestre un indicateur mesurant précisément la fidélité de ses clients en dit long. Une entreprise ne prend pas la peine de prouver publiquement encore et encore que ses clients restent, sauf si c'est effectivement un argument de poids pour elle. Et la question que je vous pose, est-ce que vous avez vérifié cet élément-là lors de ce trimestre? C'est l'élément qu'il faut vérifier. Le reste, c'est que du bavardage. OK? Je continue. Quels sont les éléments sur lesquels il s'appuie pour générer ce type de réponse-là? Il y a premièrement l'indicateur de fidélité, d'accord, qui est publié par la compagnie elle-même, donc le taux de rétention, etc. La croissance vient également de plus en plus de l'approfondissement de la relation et pas seulement de nouveaux clients. Donc, les revenus liés directement au volume d'actifs suivant les indices MSCI progressent plus vite que les revenus d'abonnement classiques, ce qui montre que la croissance provient autant de l'utilisation toujours plus intensive des indices existants que de la conquête de nouveaux clients. Ensuite, deuxième mot ici, c'est l'actif intangible. Il est présent, il est plutôt étroit et stable. Donc, la marque MSCI pèse réellement dans le secteur de l'investissement institutionnel. Les noms de ces grands indices sont devenus des points de référence quasi universels, enfin, ou quasiment universels. Et le simple fait ici, excusez-moi, le simple fait ici d'être inclus ou exclu d'un indice MSCI peut à lui seul influencer les flux de capitaux vers ou hors d'une action ou d'un pays. Une forme ici de pouvoir qui s'apparente presque à une autorité de référence du marché. Cet avantage reste néanmoins qualifié d'étroit plutôt que de large, car MSCI ici n'est pas la seule dans cette position. D'autres grands fournisseurs d'indices bénéficient d'une confiance institutionnelle tout aussi établie, ce qui signifie que l'avantage de marque de MSCI renforce surtout son avantage de coût de changement plutôt que de constituer à lui seul une barrière dominante et indépendante. C'est également plutôt d'accord avec ça. Ensuite, on a l'effet de réseau. Il existe ici un véritable effet de réseau, quoique indirect. Comment? Plus les gestionnaires de fonds adoptent un indice MSCI comme référence standard, plus il devient avantageux pour le gestionnaire suivant d'utiliser lui aussi ce même indice car les consultants, les grands investisseurs institutionnels et les fonds concurrents comparent tous leurs performances au même point de référence. Utiliser un indice différent et moins répandu rend donc un fonds plus difficile à évaluer et à commercialiser. Ce mécanisme ressemble davantage à l'émergence d'un standard de facto qu'à un véritable effet de plateforme à deux faces. Mais il explique bien pourquoi s'écarter du standard dominant représente un vrai risque commercial et professionnel pour un gérant de fonds, ce qui constitue un authentique effet de réseau, quoique modeste. Ça également, je suis également plutôt d'accord. Donc, on peut voir ici que on a un switching cost élevé qui découle
d'un effet, enfin, un switching cost élevé ici, et un switching cost, ce switching cost-là provient ici de l'actif, enfin, en partie alimenté par l'actif intangible et par l'effet de réseau. Et l'effet de réseau ici est plutôt indirect. Il est en lien uniquement avec les gestionnaires de fonds qui n'ont pas le choix que d'utiliser les indices MSCI parce que c'est devenu de facto le standard de référence. Si quelqu'un d'autre vient proposer un autre indice de référence ici, le fonds va être difficile à commercialiser et donc on n'a pas juste le temps de pouvoir à refaire l'éducation des investisseurs, etc. Donc on prend ce qui est déjà disponible depuis très très longtemps. Coût de change, production à bas coût, non. Et contre-position non plus. Donc, ce sont deux modes qui n'existent pas chez MSCI. Donc, en ce qui concerne les risques, parce qu'il y en a toujours, la partie de revenus de MSCI liée directement au volume d'actifs sous gestion est directement exposée au niveau des marchés actions et au flux entrant dans les produits indiciels passifs. Un marché baissier prolongé ou une rotation des investisseurs qui délaisserait les produits indiciels réduirait mécaniquement cette source de revenus, même si la fidélité des clients reste élevée. Donc, un risque de cyclicité de marché qui vient se superposer à un mode par ailleurs solide. Un second risque, plus structurel, tient à la surveillance réglementaire et méthodologique croissante dans la mesure où de très nombreuses décisions d'allocation de capital suivent désormais les choix de classification de MSCI. L'entreprise s'expose à un risque réputationnel et de gouvernance lié à la perception de neutralité et de rigueur de son propre processus de construction d'indices. Donc, s'il commence à avoir des failles dans la construction des indices, ça peut être problématique à long terme. C'est l'élément, selon moi, qu'il faut réellement surveiller parce que les volumes, la baisse des actifs sous gestion, ça dépend de la situation. Parce que de toutes les façons, il y a une croissance structurelle des actifs des fonds actifs vers les fonds passifs. Donc, de ce côté-là, je ne vais pas trop m'inquiéter. C'est surtout sur la partie réglementaire ici que je vais avoir tendance à suivre. Par exemple, si on est obligé de changer notre politique parce qu'on veut inclure une entreprise absolument, ça commence à poser des questions. Donc, on peut également mentionner ici qu'au niveau concurrentiel, le paysage ici des rivaux de MSCI dans la fourniture d'indices de référence sont adossés à des grands groupes de financiers, donc les principaux concurrents, donc à des grands groupes financiers bien capitalisés, ce qui signifie que MSCI évolue dans un oligopole rationnel entre un petit nombre de fournisseurs d'indices mondialement reconnus plutôt que face à une concurrence ici fragmentée et à des barrières faibles. Et je pense qu'en termes de fournisseurs, vous avez SPGI, vous avez MSCI, et vous avez, donc SPGI, c'est les fameux S&P. MSCI, c'est le fameux MSCI quelque chose. Et vous avez également les State Street, d'accord, ticker symbole STT, qu'on a tendance à ne jamais citer ou bien à généralement négliger. Pourtant, c'est une entreprise qu'il ne faut absolument pas négliger. Elle a en dessous, dans cette parce que c'est également un gardien de valeur. Vous voyez, la performance est exceptionnelle. Cette compagnie est intéressante. C'est également une toute petite banque de manière générale. C'est pour ça que c'est parfois... Enfin, on la trouve jamais dans les débats de manière générale, dans les débats grand public. Donc, celle-ci, il faut également compter sur elle. Elle a également une partie ETF qui bénéficie énormément de la tendance structurelle de fonds. Et ce sont c'est également ici un fournisseur d'indices de manière de référence, on va le dire comme ça. Donc, après avoir raconté tout ceci, on peut comprendre que cette compagnie a un mode qui est plutôt large. Mais maintenant, est-ce que ce mode-là se voit au niveau des chiffres? C'est la grosse question. Donc, je viens ici, directement, au niveau de Coifin. Croissance du revenu, magnifique. Ensuite, marge brute, on regarde, stable ou croissante. La marge, premier niveau de pricing power, c'est la stabilité. Deuxième niveau, c'est la croissance. Donc, on a les deux ici. Et on a des marges brutes de près de 80%, les amis. 80% de marge brute. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Marge EBITDA. Est-ce que ça va dans le même sens? Oui. Et c'est également stable. On aime ça. Ensuite, on compare les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. On les met ici. Et bim badaboum, free cash flow plus élevé que net income. On regarde, j'aime ça. On regarde dette nette sur EBITDA, histoire de voir si l'entreprise a une dette ici assez gérable. Je veux quelque chose inférieur à 5. On a plutôt quelque chose en tout ici de 3,2. Ce n'est pas forcément mauvais ici, surtout quand on regarde la dette nette du point de vue volume et qu'on compare au free cash flow actuel des 12 derniers mois, 1,6 milliard. Donc on peut repayer la dette nette ici en moins de 4 ans. C'est assez correct ici selon moi. On peut même aller jusqu'à une dette nette de près de 15 milliards en date d'aujourd'hui si les free cash flow n'évoluent plus. Donc,
On a à peu près les éléments qui comptent au sein de cette compagnie. Maintenant, les variations trimestrielles, etc., il faut regarder le long terme, il faut regarder le moteur de l'entreprise. Et le moteur, ici, c'est l'avantage concurrentiel. Est-ce qu'il est toujours aussi fort? Est-ce qu'il se renforce de plus en plus? Est-ce qu'il s'affaiblit? Pour moi, il se renforce. Donc, le 11% en date d'aujourd'hui, c'est rien dit du tout pour moi. OK? Maintenant, combien de fois les bénéfices le marché va avoir tendance à payer pour ce type d'entreprise? Il y a une croissance structurelle ici. Donc, je ne paierai pas moins de 20 à 25 fois les bénéfices pour ce type d'entreprise. Donc, le marché a tendance à payer à des multiples très élevés. Je ne sais pas comment quelqu'un peut payer 62 fois les bénéfices, sauf si la croissance est extraordinairement élevée et enfin, certaine pour les années à venir. Mais si je me limite à 25 fois, vous commencez à me connaître, je ne paye jamais plus de 25 fois les bénéfices et je ne paye jamais moins de 10 fois les bénéfices. Maintenant, ça dépend de la croissance, ça dépend du business, ça dépend également du secteur d'activité. Donc, quand je mets MSCI directement, comme j'ai dit, State Street, mettez-la dans votre watchlist. Hein. Enfin, si vous voulez, ça vous concerne. C'est un business prévisible. Il y a de fortes chances que les analystes aient raison ici. Et quand on regarde ici les attentes des analystes sur les derniers mois, les attentes sont de plus en plus élevées, comme vous pouvez le voir ici. J'aime ça. Et sur une période de 2 ans, ils ont tendance à faire de bonnes prévisions. Et ils sont assez nombreux sur le dossier. C'est le tiercé gagnant ici. Et je ne paye pas moins de 25 fois les bénéfices ici pour cette entreprise. Ça fait $655, moins la dette nette. Et on prend la dette nette ici, moins la dette nette. Voilà, 605. J'enlève toujours la dette nette. 655. Je pourrais même laisser la dette nette comme ça. Donc, enfin, je peux faire 655 moins 76. Moins 76. Voilà, on est à 579 dollars américains. Ça sera mon, voilà, aux alentours de ce prix-là, ça pourrait être intéressant pour moi. Et après également, quand je dis intéressant, comme je dis encore une fois, mon but ici, c'est de déterminer si cette compagnie a un avantage concurrentiel et si elle pourrait faire partie de ma watchlist. Et la réponse est oui. Maintenant, par rapport au prix et la valorisation, vous faites ce que vous voulez, dépendamment des perspectives de croissance, de la perception de risque que vous avez sur cette compagnie. OK? N'allez pas vous asseoir et dire ici que, bon, comme il a dit que c'est 579, ça veut dire que l'entreprise est sous-évaluée, machin truc. C'est ma compréhension des choses. OK? Et je me réserve le droit de me tromper. Ça fait 579 dollars. De toutes les façons, il y a une vidéo en description de celle-ci qui vous explique comment est-ce que moi je vois l'analyse fondamentale de manière générale. Donc, je ne vais pas revenir dessus. La vidéo est en description de celle-ci. Et tous les éléments importants sont également en description de cette vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin. 25, bénéfice ici de 2028. Bim, bada, boum. Donc, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci. Enfin, au revoir. Techniquement, je n'ai même pas encore parlé du dividende ici. Enfin, vous me connaissez. Si l'entreprise distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous avez à peu près 3% en date d'aujourd'hui. Et actuellement, elle distribue 1,31. Il y a de grandes chances que ça continue à croître. À côté de ça, est-ce que l'entreprise rachète des actions? Tant qu'elle s'échange à peu près un prix correct, le rachat d'actions est également legit. Donc, ça ne me dérange pas de voir un rachat d'actions ici. Donc, on a terminé. Au revoir.